Salut à tous, bienvenue dans Top Bricks, le seul podcast où chaque reach en loterie est accueilli comme un bruit de buzzer raté. Aujourd'hui, on range les confettis, on sort les sourcils levés et les... Ils ont fait ça? Are you serious? Direction les sélections discutables, les logiques tordues et les boards secrets qu'on aurait préféré garder secrets. Au programme de l'épisode 1, les Nets. Ils avaient 5 choix de draft. Et plutôt que de les packager et de se diversifier, ils ont tout conservé pour sélectionner 4 gardes. Oui, 4. Résultat, embouteillage à l'arrière, vision floue à l'avant. Le backcourt devient comme la 10 un soir de départ en vacances. Allez, installez-vous, ouvrez vos mock drafts ratés et respirez un grand coup. C'est l'heure du débrief 100%, mais pourquoi faire ça? C'est dans Top Bricks. Blooper. Pour commencer, on pose le scalpel sur la saison 2024-2025 des Brooklyn Nets et spoiler, c'était pas glorieux. 12e à l'Est avec 26 victoires pour 56 défaites. C'est pas une reconstruction, c'est une évacuation d'urgence. Net rating moins 7,3. Le genre de chiffre qui fait dire « Ah oui, on était dans le match, mais juste pendant l'hymne quoi ». Au niveau de l'offensive rating, 108.5, soit la 28e en NBA. L'attaque tourne au ralenti, façon modem 56K en 2025. Ça shoot, ça rate, et surtout ça fait peu de dégâts chez les adversaires. Au niveau du defensive rating, 115,8, 20e de la NBA. Pas catastrophique, mais pas de quoi crier lockdown non plus. Brooklyn défend mieux qu'elle attaque, mais c'est comme dire qu'un courant d'air est moins gênant qu'un orage. En résumé, entre un bilan qui s'effondre, une attaque amorphe et une défense qui fait juste assez pour ne pas sombrer, les Nets sont en plein désert, avec une boussole cassée. Plongeons-nous maintenant dans l'effectif des Brooklyn Nets avant la draft. Sur le poste 1, c'est le néant, pas de meneur naturel. C'est le poste vacant le plus visible depuis l'invention du salary cap. Sur le poste 2, on a Cam Thomas, Terrence Mann et Keon Johnson. Cam Thomas continue sa montée, gros scoring, vraie menace et un flow offensif comme on n'en voit pas souvent à Brooklyn. Terrence Mann, lui, il apporte du jeu assez solide et Keon fait le boulot. Mais attention, il y a quand même embouteillage, surtout que tous aiment tenir la balle comme leur propre destin. Sur le poste 3, on a Jalen Wilson, Dariq Whitehead et Maxwell Lewis. Un trio jeune, bondissant, mais aussi un peu en quête d'identité. Ça pourrait être des ailiers switchables, ça pourrait être des remplaçants de luxe, ou aussi juste des profils touqués sans mise à jour. Sur le poste 4, on a Cam Johnson, Drew Timme et Tosan Ebouaman. Et là, on entre dans la zone floue. Cam Johnson est encore là, mais pour combien de temps? Son profil de glue guy intelligent, capable de shooter, défendre, connecter le jeu, en fait un aimant à contender. En résumé, il devrait pas tarder à faire ses valises, surtout si Brooklyn continue à jouer aux devinettes tactiques. Derrière lui, Drew Timme. Lui, il joue comme si les Warriors n'avaient jamais existé. Et enfin, Mbouaman. Profil technique, cérébral, mais encore beaucoup trop brut. Bref, c'est léger niveau talent si Cam prend la tangente. Enfin, sur poste 5, on a Nick Claxton, Noah Clowney. Les deux intérieurs sont là pour couvrir les erreurs des autres. Ils sont solides, mobiles, modernes. Mais vont-ils pouvoir compenser le chaos des postes 1 à 4? Suspense? Non. Du coup, après avoir passé en revue tous les postes, une chose devient limpide. Ce roster des Brooklyn Nets version 2025, c'est un drôle de mélange, à mi-chemin entre un déséquilibre profond et un manque de talent flagrant sur certaines positions. L'absence de vrais meneurs rend la structure instable, les ailiers se marchent dessus, et même les rares points lumineux, Cam Thomas, Cam Johnson et Claxton, donnent l'impression d'être en transit, sur le point de plier bagages vers des horizons plus ordonnés. À suivre donc, les mouvements, les trades, les ajustements, parce qu'une chose est sûre, ce roster ne va pas rester figé, ni par choix, ni par nécessité. Alors forcément, ce roster déséquilibré, ça donne pas mal de points négatifs. L'attaque pour commencer, 29e au point marqué. Une attaque aussi tranchante qu'un couteau à beurre tiède. On tire, on rate, on fait circuler la balle comme un colis perdu et on finit avec 86 points dans une défaite honnête. Ensuite, il y a leur rythme. 27e de NBA. À croire qu'ils jouent avec des lestes aux chevilles. Pas de transition, peu de vitesse.
l'équipe avance comme un cortège funéraire avec un ballon de basket. Ensuite, il n'y a pas de leader, pas d'identité, pas de meneur de jeu identifié, pas de voix dans le vestiaire qui recadre, motive, inspire. Le collectif joue souvent en mode chacun pour soi. Sauf que personne ne sait trop qui est le soi en question. Et l'identité de jeu, elle change tous les 2 matchs comme une photo de profil en pleine rupture. Au niveau des défauts, on a aussi une irrégularité chronique. Un soir, ça met 125 points avec du rythme, le lendemain, 84 avec 19 pertes de balles. Impossible de savoir quel Brooklyn va débarquer. Même les fans ont arrêté de deviner. Donc en gros, une attaque qui peine à marquer, un tempo qui traîne, aucun capitaine sur le navire et des performances en montagne russe sans ceinture de sécurité. Ça donne une équipe difficile à suivre et encore plus difficile à soutenir. Mais, car oui il y a un mais, tout n'est pas à jeter chez les Brooklyn Nets. La défense par exemple. Ils sont 11e en points encaissés, ce qui, vu le bilan global, revient à garder la porte fermée pendant que les fenêtres sont grandes ouvertes. Mais au moins ça montre un vrai effort collectif, une base à consolider, à défaut d'exploser en attaque. Ensuite, on a des two-way players. Cam Johnson et Nick Claxton assurent des 2 côtés du terrain. Johnson est cette colle précieuse qui fait le lien, et Claxton couvre les erreurs comme un agent de sécurité dans un musée agité. Ce genre de profil, ça vaut cher, et ça peut aider une jeune équipe à ne pas s'effondrer. Ensuite, on a aussi le front office qui mérite un petit clap. En conservant un gros capital de pique, les Nets ont ce qu'il faut pour reconstruire, bouger, trader malin, ou recommencer tout à zéro dans 2 ans. L'option reboot contrôlée est sur la table. Et enfin, il y a les jeunes. Noah Clowney, Derek Whitehead, Maxwell Lewis. 3 prospects avec du talent brut, du physique et une envie de prouver. Ils vont pas sauver la franchise demain, mais en les développant bien, Brooklyn peut espérer faire une pépite maison. Le roster est bancal, oui, mais entre défense solide, bons joueurs bifaces, capital draft bien stocké et jeunesse affamée, il y a de quoi construire un truc. Reste à voir qui reste, qui part, qui prend les rênes de ce joyeux chantier. Alors, que manque-t-il à ces Brooklyn Nets version 2024-2025 ? Réponse courte, tout ce qui fait tourner une équipe NBA. Déjà un playmaker au poste 1, pas juste un meneur, hein. Non, un vrai créateur, un cerveau, un leader de tempo. Quelqu'un qui fait jouer les autres et pas juste lui-même. En gros, le poste 1 actuel c'est une salle vide avec un ballon qui rebondit tout seul. Ouais, là faut vraiment faire quelque chose. Ensuite il faudrait un créateur secondaire, un poste 2 ou 3, quelqu'un qui peut prendre le relais, sait attaquer les close-out, faire vivre l'attaque quand le jeu stagne. Parce que là, dès que Cam Thomas sort, c'est comme Netflix sans abonnement. Ça tourne en rond. Et enfin une présence à l'intérieur, un poste 4 ou 5. Là je parle d'un joueur qui impose physiquement, qui protège, qui score près du cercle et qui aide Claxton à ne pas finir avec 8 fautes par match. Parce qu'entre Drew Timme qui joue old school et Clowney qui cherche encore ses marques, ça manque de poids et de menace dans la peinture. En fait, les Nets ont du mouvement mais pas de direction, des jeunes mais pas de guide, du ballon mais pas d'orchestration. Alors qu'ont fait les Nets à la draft pour remédier à ça ? C'est simple, ils ont sélectionné 5 premiers choix, dont 4 guards. Oui, c'était pas une blague, hein, 4 guards. Igor Demin a été sélectionné en 6ème position. Alors oui, Demin c'est un meneur ultra taille XL, 2m05 pour 91 kg et une envergure de 2m08. Le genre de profil qui traverse les postes 1 à 3 comme une mobilette dans les embouteillages. Sa vision de jeu, son QI basket et son playmaking sur pick and roll en font un prospect rare, intelligent et élégant. Mais choisi en pick 6, ça c'est une surprise, clairement. Un joueur qui est encore physiquement léger, qui peine en défense, notamment on-ball, qui manque d'explosivité et qui a un dribble un peu haut. Des zones d'ombre que certains voyaient comme des freins pour le top 10. Et pourtant, le front office des Nets l'a pris, convaincu que son cerveau et sa polyvalence compenseront le reste. Au niveau des compas NBA, il a ce côté meneur ultra polyvalent et intelligent qui rappelle Anthony Black. Je trouve aussi qu'il a l'aspect connecteur, fluide et le profil international hybride d'un Deni Avdija. Et enfin, dans la gestuelle, dans la vision de jeu et dans l'élégance un peu discrète, on retrouve des airs de Sean Livingston avant qu'il se blesse. Ce qui est sûr, c'est que le pari est là. Le talent aussi est là. Maintenant, il va falloir le muscler, le protéger défensivement et surtout lui donner les clés du jeu. Parce que Demin, c'est pas un role player, c'est un potentiel chef d'orchestre. À suivre de près, car si ce pick 6 finit par faire sens dans 2 ans, on parlera de coup de génie. Sinon, on aura une super chronique Draft Reach dans un super épisode de Blooper. Avec le 19e choix, les Brooklyn Nets ont sélectionné Nolan Traoré. 19 ans, tout droit venu de Saint-Quentin et déjà prêt à faire des vagues. Ou des étincelles.
Cocorico, on a notre Frenchie en NBA. Bon, après, le coq est un peu enroué car on aurait bien aimé l'avoir ailleurs qu'au Nets. Au niveau des mensurations, c'est 1m92 pour 79 kg et une envergure de 2m08. Un profil longiligne, explosif, taillé pour attaquer les défenses en mouvement. C'est un meneur-scoreur avec un premier pas foudroyant. Il attaque le cercle comme un sprinter en sortie de starting block. Sur pick and roll, il montre de vrais flashs de lecture et de création. Et malgré son jeune âge, il a déjà une bonne dose d'expérience pro, ce qui le rend plus mature que certains prospects NCAA. Mais attention aux zones d'ombre, il a du mal à finir au contact, ce qui limite son efficacité dans la raquette. Son tir extérieur est irrégulier et sa sélection de tir parfois, disons, optimiste. Et surtout, la défense, c'est le gros point noir. Il a du mal à contenir les gardes, notamment les gardes rapides, et manque d'impact physique et peut vite devenir une cible. Pour l'instant, je pense qu'il peut devenir un 6e homme, un joueur capable de dynamiter une deuxième unité et de créer du rythme et de mettre la pression sur les défenses. Tant qu'il n'a pas à défendre sur les starters adverses, ça devrait aller. Au niveau des compas NBA, moi je trouve qu'il y a un vrai côté Jeff Teague, pour le côté scoreur rapide, capable de créer sur demi-terrain aussi. Il me rappelle aussi un peu du Rod Strickland pour le style fluide et les drives en finesse. Et enfin, il y a un petit truc de DeJounte Murray pour son envergure et le potentiel sur le poste 1 et 2, mais bon, sans l'impact défensif. Donc en gros, Nolan Traoré, c'est un pari sur l'explosivité, la vitesse, le potentiel offensif. S'il progresse en défense et stabilise son tir, il peut le devenir un vrai facteur X. Sinon, il restera un dynamiteur de banc, spectaculaire mais frustrant. Ensuite, avec le pick 22, c'est Drake Powell, 19 ans, tout droit sorti de North Carolina et attendu un peu plus bas. Mais bon, visiblement Brooklyn a vu quelque chose. Au niveau des mensurations, on est sur 1m98 pour 89 kg et une envergure de 2m13. Un profil d'ailier long, mobile et taillé pour défendre sur plusieurs postes. Son ADN, defense. Powell est un ailier hyper athlétique, capable de contenir des guards comme des forwards. Il switch, il conteste, il gêne. Bref, il fait tout ce qu'on aime chez un stopper moderne. Son catch and shoot s'est amélioré, ce qui lui permet de ne pas être un poids mort en attaque. Mais attention, le ballon n'est pas encore son meilleur ami. Il manque d'agressivité offensive, il est parfois trop discret. Il a un handle qui est limité aussi, il ne crée pas pour les autres. Et en attaque, il est encore brut avec une palette offensive à étoffer. En NBA, il sera attendu comme un titulaire potentiel je pense, surtout dans une équipe qui a besoin de défense sur les ailes. Il ne va pas porter l'attaque, mais il peut verrouiller un joueur adverse, tenir son rôle et faire les petites choses qui font gagner des matchs. Au niveau des compas NBA, il a un côté Isaac Okoro pour la densité physique et le rôle défensif. Il y a du Herb Jones aussi, pour la polyvalence et l'impact sans ballon. Et enfin, je trouve qu'il a un côté Trevor Ariza pour le potentiel à devenir un Suendi fiable si le tir continue de progresser. En résumé, Drake Powell c'est un pari sur le profil défensif, l'athlétisme et le potentiel physique. Un joueur qui ne fera pas les gros titres, mais qui pourrait devenir indispensable dans une rotation bien construite. Avec le choix 26, les Nets prennent Ben Saraf, 19 ans, un combo garde israélien passé par le Ratio Farm Ulm en Allemagne. Il fait 1m97 pour 90 kg, c'est un gabarit long et mobile qui est capable d'évoluer sur les postes 1 et 2 avec une vraie présence balle en main. C'est un créateur naturel, avec une vision de jeu haut niveau et une vraie qualité de passe, notamment sur le pick and roll. Saraf, il a déjà eu un rôle sérieux cette année en Europe, dans une équipe compétitive, et ça lui donne une vraie maturité, ce qui est rare pour son âge. Et surtout, il a une mentalité de combattant, il attaque, il provoque, il ne se cache jamais. Mais attention aux limites. Déjà son tir extérieur, il est trop irrégulier pour être une vraie menace en NBA. Physiquement, il est léger, ce qui peut poser pas mal de problèmes face aux gardes puissants. Et enfin, défensivement, il souffre, notamment on-ball, et il a parfois tendance aussi à surjouer, à vouloir trop en faire. En NBA, je pense que ce sera un remplaçant solide, capable de mener une seconde unit, de créer du rythme et d'apporter de l'agressivité offensive. Pour moi, il n'est pas encore prêt pour les clés du camion, mais il est déjà capable d'ouvrir les portes. Au niveau des compas NBA, il y a du Goran Dragic pour le côté meneur européen, malin, agressif et créatif. On retrouve aussi du Manu, pour la mentalité, le flair et le jeu en mouvement. Mais bon, il n'y a pas ce côté génie qu'avait Manu. Et enfin, je trouve qu'il y a du Treman pour le profil combo garde offensif, capable de scorer et créer, mais bon, avec des limites défensives similaires. Enfin, avec le pick 27, il récupère Danny Wolf, un pivot de 19 ans, mesurant 2m11, faisant 113 kg et avec une envergure de 2m18. Un gabarit imposant, mais pas du tout classique.
C'est un pivot créateur avec une vraie vision de jeu, un QI basket élevé et une polyvalence offensive rare pour sa taille. Il sait passer, lire le jeu et son footwork est propre, presque élégant. Dans une raquette bien structurée, il peut devenir un connecteur précieux, capable de faire vivre le ballon depuis le haut de la raquette. Mais attention aux limites. Il manque clairement d'athlétisme, ce qui le pénalise dans les aides défensives et les finitions explosives. Son jeu au poste est encore trop scolaire et sa finition au cercle manque de dureté. Défensivement, malgré son physique solide, il risque d'être ciblé par les gardes et les bigs plus mobiles. En NBA, je pense que ce serait un role-player intelligent, capable d'apporter du lien offensif, de poser des écrans, de distribuer, mais qui devrait être protégé défensivement et bien entouré pour ne pas devenir un point faible. Au niveau des compas NBA, il y a du Kelly Olynyk, clairement, pour la capacité à créer depuis le poste haut et pour son flair offensif. On retrouve un peu du Mike Muscala pour le profil stretch, technique, mais limité physiquement. Et enfin, moi il me fait vraiment passer à un Turkoglu, mais plutôt version pivot, pour son QI basket, sa vision, même si dans le style c'est un peu plus intérieur. En gros, Danny Wolf c'est un pari sur l'intelligence, la technique et la créativité au poste 5. Un joueur atypique qui ne rentre pas dans les cases, mais qui pourrait bien en créer des nouvelles. Voilà, on a fait le tour. Les Brooklyn Nets avaient 5 choix de draft, 5 occasions de bâtir quelque chose de cohérent, de solide et de clair. Et pourtant, on ressort avec des profils qui, certes, comblent certains manques du roster, meneurs, ailiers défensifs, créateurs, mais qui risquent fort de se marcher sur les pieds, de lutter pour exister ensemble et surtout, qui ont été draftés bien plus haut que prévu. Un cocktail de reach, de paris tactiques et de doublons qui laissent un goût de... Vous êtes sûr que vous avez lu le board jusqu'au bout les gars ? Alors voilà, on surveillera, on espérera, mais pour l'instant, cette draft 2025 côté Nets ressemble plus à un casse-tête qu'à une reconstruction éclairée. Et vous, est-ce que ça vous a plu ? Vous en pensez quoi de cette draft Brooklyn Style ? Génie incompris ou bingo des red flags ? N'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube et de vous abonner. Allez checker aussi le podcast sur Spotify. Et n'oubliez pas de checker l'actu et les clips sur Instagram. Merci d'avoir été là. La bise à tous et à très vite dans Top Bricks, le podcast qui fait tomber les têtes à la draft.